J'ai une petite précision technique à vous donner, c'est qu'on a un programme très dense qui doit rentrer dans un timing quand même assez serré. Donc, on a décidé de ne pas prendre de questions en direct. En revanche, il ne faut pas que vous hésitiez à travers le chat de réagir parce que vos réactions seront prises en compte par les ailes à l'unisson dans leurs prochains événements et prochaines actions. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à Emmanuelle Vrin, la présidente des ailes à l'unisson, pour elle nous en dise un peu plus sur ce club. Bonjour Emmanuelle, vous nous faites un petit coucou? Oui, je vous fais un petit coucou. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors Emmanuel, il y a indiqué sous votre écran Isabelle Bouffard parce que vous utilisez un autre Oui, écran là, hein. un autre ordinateur que le mien. Oui, il fallait que je le Voilà. précise. Donc, je m'appelle bien Emmanuel Vrin, mais c'est un pseudo. Ok. Alors, Emmanuel, je vais maintenant vous présenter. Vous êtes une Marseillaise pur jus et après avoir fait vos études à Paris, vous êtes vite retournée au soleil. Je vous comprends vraiment, surtout en ce moment, avec le manque de luminosité de Paris. Vous avez fait la quasi-totalité de votre carrière chez IBM en tant que commercial et aujourd'hui, vous vous y occupez de compliance, vaste sujet. Alors, Emmanuel, pouvez-vous nous présenter en quelques mots les ailes à l'unisson que vous présidez? Oui. Les L à l'unisson sont un club en fait qui regroupe les réseaux d'entreprises, des réseaux féminins de grandes entreprises implantées en région, implantées en Provence. Oula, je commence mal. Voilà, alors en fait, c'est une association depuis le mois d'avril 2020, mais en fait, ça existe depuis une dizaine d'années. Auparavant, c'était juste un collectif que nous avons constitué en association récemment. Et alors, comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Alors, je suis arrivée dans cette aventure grâce au réseau des Women at IBM Provence, dont je fais partie puisque je travaille chez IBM, qui a été créé lui aussi récemment, enfin il y a 2 ans, puisque c'est une émanation du réseau des Women at IBM France qui lui existe depuis 20 ans. Et donc, nous, les Women at IBM Provence ont rejoint les L à l'unisson il y a à peu près une année. Et nous nous sommes énormément investis dans l'organisation de l'événement de l'an dernier. Pardon? Non, j'ai rien dit. Ah, pardon. Dans l'organisation de l'événement de l'année dernière, à la même date exactement, le 3 décembre 2019, nous organisions un événement à Marseille qui s'appelait Tous Superwoman, vaste sujet là aussi, et qui a rencontré un franc succès. Et suite à ça, eh ben, nous avons décidé de concrétiser en fait ce collectif en association. Et donc, c'est devenu une association dont je suis la présidente. J'ai une secrétaire qui s'appelle Andrine Bernard, qui est de la SNCF, et une trésorière qui fait partie des L à l'unisson, Elisabeth Fuchs. D'accord. Alors, il y a dans Des cette, entreprises pour la cité, pardon. Excusez-moi. voilà. Dans cette association, il y a donc IBM, SNCF, Alors, McCormick, oui, S, Thales, Accor, depuis peu CMA-CGM. voilà, et aussi donc les entreprises pour la cité. Quelle est Oui. la promesse de cette association? De Alors, en ce... fait, avant cela, je voulais préciser quand même une chose, c'est que nous étions tous des bénévoles dans cette association, Ah oui, c'est-à-dire c'est que nous important. faisons ça, en fait, en plus de notre job, nous avons tous des jobs d'ailleurs très prenants, mais bon, nous faisons ça en plus sur notre temps personnel, mais avec passion, puisque c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et que nous essayons de réellement à la fois appliquer et développer dans nos Non. entreprises respectives. Donc la promesse des L à l'unisson, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir développer nos réseaux à la fois personnels et professionnels pour rencontrer des hommes et des femmes dans des entreprises équivalentes aux nôtres, donc des grosses entreprises qui peuvent avoir les mêmes problématiques que nous. Mais un des intérêts aussi, c'est qu'en fait, nous sommes des gens qui ont des jobs très différents, donc dans des secteurs très différents, et nous n'aurions probablement jamais été amenés à nous rencontrer autrement que grâce à ce groupement des L à l'unisson, qui nous permet de partager et d'échanger sur justement ces problématiques d'égalité professionnelle et de mixité. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir, Emmanuel. Merci beaucoup. On va donc essayer d'être au rendez-vous et de vous satisfaire dans cette jolie soirée qui s'annonce. Alors, je vais maintenant enchaîner sur le début vraiment réel de l'événement, donc sur l'impact, une séquence où on va réfléchir à l'impact de la crise actuelle sur la carrière des femmes.
Je vais vous présenter notre experte. Elle est une spécialiste de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle dirige le cabinet Accordia qui œuvre au sein des entreprises pour accélérer les changements nécessaires à l'arrivée un jour, on l'espère, on connaîtra ça de notre vivant, je ne sais pas, hein, de l'égalité professionnelle. Je suis ravie d'accueillir Marie Becker. Bonjour Marie. Bonjour Anne-Cécile, merci de m'avoir invitée à ce bel événement. Ça y est, ça y est. Bah, écoutez, merci d'avoir accepté, surtout c'est sympa. Alors, on a passé une année difficile, hein, Marie, tous et toutes, nous avons passé une année difficile. Plus que les hommes, les femmes craignent les conséquences de la pandémie sur leur carrière, l'impact négatif sur leur promotion. Cette crainte, en fait, elle résulte d'une étude qui a été réalisée aux États-Unis par l'Institut Catalyst, hein, que vous connaissez bien. Alors, bien sûr, elle ne concerne pas à proprement parler les Françaises, mais ça nous met quand même quelque chose d'intéressant à essayer d'investiguer. En tant qu'experte, vous, de la place des femmes dans le monde du travail, est-ce que vous pouvez nous dire quel impact cette crise va avoir, enfin, a déjà eu et va avoir sur elle? Alors, si vous le voulez bien, avant de vous répondre, Anne-Cécile, et puis de répondre à l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui, je voudrais commencer par une phrase que sans doute beaucoup d'entre nous connaissent, mais qui quand même permet de se resituer par rapport à ce mot de crise. Et je vois déjà des gens qui peut-être ont une idée. Il y a un écho là. Oui, il y a une... Voilà. Il doit y avoir un micro d'ouvert. Et donc, je vais citer Simone de Beauvoir pour commencer cette introduction qui nous disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Et donc, voilà, c'est l'occasion, dans cette période, comme vous le disiez, si difficile, de se questionner sur, en définitive, quel impact cette crise a sur les femmes, a eu déjà sur ce qu'on a pu connaître avec ce premier confinement. Et effectivement, il y a déjà un certain nombre d'études, vous en citiez une, il y en a des nombreuses aujourd'hui, sur eh bien, justement cette vigilance qu'on doit avoir et surtout pour l'instant, les débuts et bien d'éléments qui montrent que les femmes, effectivement, risquent dans cette crise-ci, et on verra pourquoi, d'être plus touchées. Et on peut constater aujourd'hui, à travers déjà de nombreuses études, qui sont pointées aussi, si on revient au niveau, par exemple, européen, par l'Eurofound, qui s'inquiète que les inégalités de genre soient exacerbées et mettent à mal même, hein, les termes sont assez durs, enfin assez critiques, mettent à mal une décennie de progrès. Et donc, on l'a vu pendant cette période, et des sociologues, une sociologue comme Frédéric Le Tourneux s'interroge et s'inquiète que cette situation de crise ne fasse retomber une part du travail féminin finalement dans l'invisibilité, c'est-à-dire ce retour à la maison des femmes, et que finalement on retombe sur ces assignations aux tâches domestiques et parentales, avec ce brouillage qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore aujourd'hui, spatio-temporel, entre l'espace travail, enfin la maison qui devient à la fois l'espace travail et l'espace de vie familiale. Et on le sait que déjà, eh bien, il y a eu des inégalités femmes-hommes entre les femmes et les hommes qui travaillent, qui ont travaillé notamment par exemple à la maison pour les emplois de cadres les plus qualifiés. Trouver l'espace, est-ce qu'on a la même concentration? Est-ce qu'on a autant d'espace autour de soi que éventuellement son conjoint? Et on a par exemple une étude de l'INED qui montre que 39% des femmes partagent leur espace de travail avec leurs enfants ou d'autres membres du ménage, contre 34% des hommes. On voit déjà des petites distinctions comme ça qui font poindre eh bien, le fait que femmes et hommes ne sont pas sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Oui, elles sont moins nombreuses à disposer d'un espace de travail dédié, en fait, si j'ai bien compris dans cette étude. Alors, nous, ce qu'on a pu constater, puisqu'on est on accompagne beaucoup de grandes entreprises, c'est y compris dans nos échanges, de trouver, madame,
dans la cuisine, c'est son espace de travail, et je parle encore une fois d'emploi qualifié, n'est-ce pas, où on pouvait trouver madame dans la cuisine et monsieur dans un bureau, ou inversement, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une négociation qui va se faire au sein du couple, et qui, là encore, peut aboutir à d'éventuelles inégalités. Et puis, oui, pardon. Non, alors, bon, je comprends, donc il faut qu'on garde une vigilance par rapport à tout ça. Il va y avoir probablement aussi des métiers plus féminins que d'autres qui vont être impactés par cette crise. Bon, là, on est dans une soirée où on veut quand même essayer de regarder le côté du verre à moitié plein. Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer pourquoi pas d'ailleurs, que l'égalité, enfin, je ne sais pas, peut-être va y gagner, en tout cas dans les grands groupes, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, de mon point de vue, oui, on a des bonnes raisons de garder espoir. D'abord parce que les grandes entreprises sont engagées depuis de nombreuses années et continuent, nous on le voit au quotidien, leurs plans d'action sont toujours à l'ordre du jour, sont même renouvelés encore en ce moment, dans cette période que l'on connaît, avec des actions notamment pour favoriser l'intégration des femmes et des hommes et la bonne ambiance, le bon environnement de travail. Donc tous les travaux autour du sexisme ordinaire, du harcèlement, etc. sont travaillés. Il y a une réelle prise de conscience ces 2 dernières années, et on sent que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les entreprises ont véritablement envie de travailler encore à fidéliser. C'est valable sur, par exemple, les questions de RSE, d'environnement, mais aussi sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et c'est très palpable encore aujourd'hui. Donc, beaucoup d'espoir de ce point de vue-là. De l'espoir aussi parce qu'il y a des politiques publiques aujourd'hui qui soutiennent aussi cette démarche à travers, par exemple, le congé paternité qui a été allongé et qui va permettre là aussi de trouver davantage d'équilibre, peut-être, et une implication plus grande des hommes dans l'éducation dès le plus jeune âge des enfants. On a aussi un espoir que la question de la parité, ou en tout cas la représentation équilibrée des femmes dans les COMEX soit de nouveau posée à travers peut-être une amélioration de l'index. Il y a aussi l'index qui va en 2021. Attends, ma bichette. Excusez-moi, mais il y a des micros qui interviennent là, il faut vraiment les couper parce que c'est compliqué pour notre intervenante. Alors, je reprends, il y a aussi tout ce qui va être autour de l'index, qui va être encore renforcé, avec toutes les entreprises de plus de 250 salariés aussi qui vont devoir raccrocher le wagon. Et puis, il y a également tout ce qui se passe du côté des budgets consacrés à l'égalité, et aussi l'évaluation de la performance extra-financière des entreprises, qui va être aussi à l'ordre du jour en 2021 et au niveau de l'Europe, et qui donc implique aux entreprises Qu'elle voulait que tu ailles. Non, mais là, il y a vraiment un sujet, là, c'est pas possible. Madame, est-ce que vous pouvez couper votre micro et votre image aussi, s'il vous plaît? Je suis désolée de vous demander ça, mais c'est juste parce que pour notre intervenante, c'est un petit peu embêtant. Du coup, elle n'arrive pas à... Voilà, il y a des beaux chantiers, il y a des beaux chantiers qui sont actuellement en cours, qui continuent d'être mis en place pour l'année 2021, et donc on a un bel horizon qui s'annonce malgré ce constat, effectivement, que cette crise, elle est peut-être un peu particulière, et que quand même, vis-à-vis des femmes, elle va être difficile, mais il y a l'autre côté de la pièce, avec quand même une raison d'être de ce sujet de l'égalité femmes-hommes et porter de la mixité au sein des entreprises. Bon, merci beaucoup, Marie Becker, pour ce message encourageant. On comprend, on doit rester vigilante devant les retours en arrière possibles, et notamment pour les emplois les plus fragilisés des femmes, évidemment. On comprend aussi que les entreprises, tout du moins les grands groupes, et donc continuent à être engagés. Bon, il faudra aussi que ça essaime chez les PME et les TPE, ça serait formidable, même si c'est plus compliqué à mon avis. Voilà, et bon, écoutez, merci infiniment. On va maintenant enchaîner sur
sur une Merci table. Anne-Cécile et bonne continuation. Et c'est vraiment chouette de voir qu'il y a du monde connecté. Donc c'est un sujet qui est porté et ça fait toujours plaisir à voir. Merci Marie, merci beaucoup. Merci. On va maintenant enchaîner sur une table ronde pour entrer un peu plus dans le sujet de l'impact de la crise sur nos façons de travailler et sur les changements que cela implique pour les femmes au travail. Et nous poser cette question, est-ce que paradoxalement, dans le concret, dans l'opérationnel des entreprises, est-ce qu'on peut penser que la crise que nous vivons en ce moment va accélérer l'égalité professionnelle parce qu'on voit bien qu'il y a un maintien de ces politiques dans les grands groupes, voire une accélération. Alors avec moi, sur ce panel, deux femmes d'entreprise. La première a passé une grande partie de sa carrière chez Accenture, où elle s'est engagée activement pour promouvoir l'inclusion et la diversité. Elle est désormais dans le groupe Accor, où elle occupe le poste de directrice diversité et inclusion. Elle est également vice-présidente du comité handicap de l'Organisation internationale du travail et membre des commissions égalité des chances, égalité professionnelle et parité du MEDEF. Je suis ravie que vous soyez avec nous, Anne-Sophie Béraud. Est-ce que vous nous faites un petit Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous. Bonjour. Alors, notre seconde invitée est chez McCormick depuis 17 ans, en occupant des différents postes ressources humaines locaux, régionaux et globaux. Précisons que McCormick, c'est une multinationale américaine qui est spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire, leader mondial des épices, qui a racheté Ducros et Vainé en 2000. Ça doit vous parler. Le siège de sa filiale française est situé à Avignon. Et pour revenir à notre invitée, elle est elle également aussi assez engagée sur l'égalité femmes-hommes au sein de son groupe et elle occupe le poste de VP Ressources Humaines Europe. Bienvenue à vous, Valérie Fouquet. Où êtes-vous, Valérie? Vous me voyez, vous m'entendez? Bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir. Vous me voyez, c'est bon? Ça y est, super. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir à tous et à toutes. Valérie. Ravie d'être parmi vous. Alors, je vais commencer par vous, Anne-Sophie Béraud. Qu'est-ce que vous avez fait chez Accor, en fait, pour soutenir vos équipes et notamment les femmes pendant la crise? Alors, peut-être juste pour préciser, Accor, donc on entend pas mal en ce moment dans la presse, effectivement très très impacté par la crise du Covid, première crise et deuxième crise, dans le monde entier, puisque on a près 5000 hôtels dans le monde, 300 000 collaborateurs. Et la crise est une crise mondiale, donc a impacté l'ensemble des collaborateurs dans le monde et l'ensemble des hôtels, puisque on a à peu près 70%, 80% du chiffre d'affaires en moins depuis plusieurs mois. Et des hôtels quasiment, pendant la première crise en tout cas, 2 tiers des hôtels étaient fermés. Et là, on a eu beaucoup d'hôtels aussi qui ont fermé, rouvert, et en France notamment. Donc contexte hyper tendu, hyper compliqué, mais un groupe international qui a aussi les reins solides et qui a de grandes ambitions. Et ça, c'est plutôt très positif, avec un président aussi qui a une forte stratégie avec son comité exécutif. Et donc, c'est plutôt aussi assez, j'ai envie de dire, pour les équipes, c'est positif. Voilà, donc il y a un avenir. Qu'est-ce qu'on a mis en place très concrètement, en fait, quand on a vu la crise, le lockout, c'est-à-dire le confinement. Voilà, le confinement arrivé, tout de suite, on a mis en place en fait des initiatives solidaires, 2 types d'initiatives. La première, c'est pour nos collaborateurs, et la seconde, c'est pour les personnes à l'extérieur d'Accor, des personnes à population fragile et vulnérable. La première, en fait, qui est le fonds artiste. Donc, on a créé un fonds qui est à hauteur de 110 millions d'euros. 25% des dividendes Accor ont été versés dans ce fonds pour permettre à nos collaborateurs qui ont été impactés par le Covid directement, à subvenir à leurs besoins, car souvent, ils étaient en détresse financière importante.
c'est un fonds international, donc effectivement en France, on l'a un peu moins utilisé qu'en Asie ou d'Amérique du Sud, par exemple, où les aides, notamment des aides de l'État ou la sécurité sociale, ça n'existe pas. Donc à aujourd'hui, on a aidé à peu près 45 000 personnes, collaborateurs dans le monde, qui étaient en détresse à cause du Covid. Et ce fonds, en fait, ne ferme pas, c'est-à-dire qu'il se déploie. Malheureusement, il est toujours actif et il sera encore actif l'année prochaine. Je me dépêche. Deuxième initiative. Vas-y, Anne. Oui, Anne-Cécile. Non, c'est juste parce que je voudrais que Valérie puisse avoir aussi un peu de temps. Et puis, on aille un peu plus vite. Voilà. Alors, je vais très, très vite. Et la deuxième initiative, c'est pour les personnes vulnérables à l'extérieur d'accord. En gros, dès qu'il y a eu le confinement, on a vu que les personnes, il y a des personnes dans la rue sans abri, il fallait les mettre, on a mis à disposition nos hôtels pour les personnes vulnérables, que ce soit donc les sans-abri, les SDF. On a fait aussi on a beaucoup entendu les violences conjugales, donc les femmes battues également, on a pu les accueillir dans nos hôtels. Et on a pu également aider les personnes de première ligne, donc les personnes qui étaient dans les hôpitaux. On les a accueillis dans les hôtels proches des hôpitaux pour être assez réactifs. Voilà. Excusez-moi si j'étais un peu longue. Non, c'est pas grave. Et vous, Valérie, voilà. Alors Valérie, vous êtes dans un groupe qui a plutôt été impacté positivement par cette crise, puisque tout le monde s'est mis à faire des gâteaux, vous m'avez dit. Oui, c'est à peu près ça. C'est vrai que la situation est très différente de ce que Anne-Sophie vient de décrire, puisque nous, dès le début, on a été considérés comme une entreprise de l'agroalimentaire, donc activité essentielle, donc totalement resté ouvert, et on a eu en fait une demande qui a explosé, en particulier sur notre secteur qu'on appelle notre secteur consumer, qui est la vente en fait en grande distribution. Puisque comme vous l'avez dit, Anne-Cécile, les gens ont plus cuisiné, ont fait plus de gâteaux, et les restaurants étant fermés, on s'est retrouvé dans une situation en fait, où il y en a eu une demande de produits qui s'est accélérée dans un contexte qui était totalement nouveau pour tout le monde. Et donc nous, ce qu'on a fait dans ce contexte, ça n'a pas été du chômage partiel, ça n'a pas été de la réduction d'activité, ça a plutôt été dans l'autre sens. Donc notre objectif, c'était de s'adapter vite à ces nouvelles circonstances qu'on ne connaissait pas, on apprenait tous en même temps et comment il fallait réagir. Et en fait, chez McCormick, on a plusieurs types de populations en fait, qui travaillent chez nous. Alors, parlez des populations féminines. Pardon? Je veux bien que vous fassiez un focus sur les populations féminines. Oui, en fait, on en a en fait, dans tous les endroits des populations féminines. Donc, sur les populations féminines, les premières, on va parler des personnes qui vont en magasin. Alors, c'est peut-être un peu moins connu, mais on a des personnes qui vont directement en magasin, qu'on appelle nos merchandisers, et qui sont des personnes qui remplissent nos rayons. Donc, quand vous voyez les petits flacons Ducros, il y a bien des gens qui le font et qui les mettent dans les rayons. En fait, ces gens font partie de McCormick. Et donc, sont largement représentés en fait au niveau des femmes. Et donc, notre première priorité sur ces personnes-là, c'était de leur donner des kits de protection. Donc, ça peut paraître évident aujourd'hui, mais si vous vous souvenez, en mars-avril, avoir des masques, du gel hydroalcoolique et des gants, c'était la croix et la bannière. Donc, ça a été notre priorité. On en a envoyé partout en fait en France, puisque notre population de merchandisers est située partout en France. Notre deuxième priorité, c'était les gens qui étaient sur les usines, puisque à nouveau, ils devaient sortir de chez eux le matin et aller dans un endroit qui, à l'époque, on était tous un peu craintifs de quel est ce virus et comment il va réagir. Donc, très rapidement, on a mis en place aussi dans nos usines une organisation du travail différente, avec des arrivées à différents horaires, une réorganisation en fait pour éviter que les gens se croisent, la distanciation sociale. On a même réorganisé la façon de travailler dans les vestiaires pour que les gens passent pas trop de temps de manière très proche les uns des autres. C'est aussi une population qui est à la fois féminine et masculine. Et enfin, de manière un peu plus courante, comme vous l'avez entendu, on a mis l'ensemble de nos cadres qui sont dans les bureaux en fait en télétravail de manière très rapide. C'était très nouveau et on l'a fait en une journée. Et quelle a été la leçon pour vous de cette mutation en une journée avec le télétravail? Ce qui a été impressionnant, en fait, et avec le recul, c'est encore quelque chose sur lequel on réfléchit, c'est que je pense qu'il y avait pas mal de résistance sur le fait que tous les jobs bureaux peuvent être basés à la maison. Et ça a été pratiquement le cas de tout le monde très rapidement, à quelques exceptions près pour des raisons de système qui demandaient de venir sur le site.
Mais ça a été un gros apprentissage d'enlever des barrières qui auraient mis des années à être enlevées sur la justification soit managériale, soit de nos salariés, du fait que c'était pas possible de travailler de la maison. Donc ça nous a forcé à réfléchir et à continuer de réfléchir aussi à l'utilité du bureau. Puisque pourquoi venir au bureau si je peux faire mon travail de la maison? Donc malgré tout, il y a une vraie utilité à être au bureau, qui est d'avoir de l'interaction, et ça nous manque, qui est d'avoir des séances de créativité, parce que c'est difficile par Teams. Donc voilà, ça a accéléré en fait un raisonnement qui était dans l'air, que nos jeunes qui nous rejoignent n'arrêtent pas de nous dire, mais ça l'a accéléré, et je pense que le côté positif de la crise, c'est qu'on vient de gagner 10 ans. Ça, c'est plutôt bien, c'est positif. Anne-Sophie, vous avez aussi mis en place des nouvelles façons de travailler à la suite de cette crise et qui vont perdurer, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous en dire un mot de vos hôtels, des lieux de travail? Alors peut-être deux mots. Pour les collaborateurs des sièges, effectivement, on a été en télétravail comme vous. Et on a mis en place un programme, un projet qui s'appelle Projet Papillon sur une nouvelle façon de travailler pour demander un peu aux collaborateurs comment ils vivaient. Et on voit qu'effectivement, le télétravail s'est fait très rapidement, mais qu'ils avaient besoin quand même de liens sociaux. Donc, dès qu'il y a eu avec le déconfinement, on a mis en place à partir de septembre le coworking. Et alors, il y avait des personnes qui disaient est-ce que ça a marché, pas marché. En fait, on a déplacé les lieux de travail dans les hôtels. Et on a proposé aux collaborateurs d'accord de venir travailler dans les hôtels une journée, 2 journées, ou dans des sites spécialisés, des spots Mojo. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, ça marchait énormément. Donc, on l'a testé que sur 6 semaines, puisque après, on a eu le deuxième confinement. Mais c'est une alternative intéressante pour ne pas travailler chez soi, mais ni travailler non plus au siège qui peut être loin de chez soi, mais dans un lieu tiers à proximité de chez soi. C'est gagner des temps de transport. Exactement. Et ça permet également de se retrouver en équipe. Donc ça, c'est peut-être par rapport aux collaborateurs des sièges. Et puis donc plus large, donc les hôtels se transforment en lieu de coworking et pour nos collaborateurs, mais également pour des clients, où on a ce phénomène où on transforme de plus en plus. Ça a commencé en Angleterre et maintenant ça vient aussi en France dans les hôtels Accor, où on transforme des chambres en salle de réunion, salle de travail pour la journée. Et ça, c'est une tendance aussi qui va s'intensifier après le confinement, le deuxième confinement. Ok, alors on a un peu dépassé le temps là, mais j'aimerais que vous me disiez en 2 mots l'une et l'autre ce que vous pensez. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise que nous vivons dans vos groupes, qui sont quand même des grands groupes, va accélérer les processus les politiques d'égalité professionnelle ou pas? Mais dites-nous ce que vous en pensez. Alors d'abord, Valérie, peut-être? Alors, est-ce que ça va accélérer l'égalité professionnelle et les politiques d'égalité professionnelle? C'est difficile à répondre. Notre focus, il reste le même. Il est clairement là. On a des objectifs très clairs et on va continuer. Ce qu'on peut observer pour moi qui est différent, c'est le focus qu'on est en train de donner sur certaines, ce que j'appelle les soft skills de certains de nos managers et leaders, avec un renforcement de la partie, en fait, la capacité à être empathique, à écouter. Et ce qu'on a pu observer au cours de la crise, c'est que les managers et les salariés qui sont particulièrement mieux pendant cette crise sont ceux qui ont des managers qui sont eux-mêmes empathiques et qui ont été capables d'écouter, de prendre compte des circonstances individuelles et qui sont capables de faire confiance. Parce que quand vous travaillez à distance en particulier, vous n'êtes pas là pour contrôler ce que la personne fait. Donc ça demande en fait une façon de penser, de manager, de l'idée qui est différente. De là à dire que les femmes sont plus à l'aise dans cette... Oui, c'est ça, que c'est un truc de femme, ça. Non, je n'irai pas jusque-là parce que j'ai vu plein de managers super forts dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça que je n'irai pas jusque-là. En tout cas, c'est une vraie opportunité sur des compétences qui étaient peut-être un peu moins vues ou valorisées. Et j'espère que les femmes sauront tirer leur épingle de ce renforcement de ces compétences.
Moi, j'ai une question à toutes les deux. En fait, souvent, les femmes dans leur carrière, ce qu'elles reprochent dans la carrière, dans les grands groupes notamment, c'est toute la dimension politique de la carrière, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la compétence technique, à savoir le marketing de soi, le réseau, enfin la politique. Est-ce qu'en distanciel, finalement, est-ce que ça va pas remettre un peu tout le monde à niveau à ce niveau, à ce sujet-là, ou ça peut aussi comporter un autre risque qui est que les hommes vont au bureau et continuent à faire leur promo et les femmes restent à la maison. Donc là, ça pourrait être une pénalisation. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous croyez que tous ces jeux de pouvoir qui sont quand même un peu nécessaires dans les grands groupes pour faire carrière, est-ce que du coup, ça ne va pas un peu les aplatir, les enlever et on va plus se concentrer sur d'autres types de profils? Je ne sais pas, donnez-moi votre avis là-dessus. Moi, je pense qu'il faut toujours être vigilant quand même. Effectivement là. Son marketing ouais, de soi. Il faut être vigilant parce que on a beau dire que là, on est en train d'évoluer, et c'est vrai, hein, les nouvelles façons de travailler évoluent, et donc du coup, le distanciel, on est tous à égalité. Par contre, il faut être vigilant parce que les quelques qui vont encore au travail restent quand même des hommes. Donc, il faut quand même donner, il faut quand même, le réseau reste important, le physique reste important, et les règles évoluent, mais ne changent pas totalement. Donc, il faut en être conscient. Voilà. Valérie, vous disiez quand même que ça avait beaucoup d'avantages quand même, quand on a préparé. Ouais, pour répondre à cette partie sur le marketing, je ne sais pas si ça va une fois plus privilégier les uns et les autres, mais c'est pour moi les codes, ils deviennent différents. Et je prendrai 2 exemples pour dire en quoi je trouve que les codes deviennent différents. Le premier, c'est que dans la réussite d'un leader, on parle beaucoup de charisme. Le charisme, pendant longtemps, quand vous êtes sur place, c'est beaucoup lié aussi à comment vous êtes physiquement, grand, vous prenez de la place. Et quand on est derrière un écran, ça change totalement. Et ça, je trouve que ça remet tout le monde à niveau et on se parle moins finalement d'un charisme de présence qu'un charisme de compétence. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant dans l'évolution. Et puis le deuxième point, c'est que là, voilà, je vous parle. Est-ce que je suis à l'aise devant 400 personnes qui sont dans une salle ou est-ce que je suis plus à l'aise devant 400 personnes qui sont sur du virtuel? Probablement le second. Et ça donne, je pense, des opportunités à ce type de leadership qui est pour moi aussi dominant sur être à l'aise en public, savoir parler, savoir s'exprimer. Peut-être des gens, des hommes, des femmes qui sont moins à l'aise, ça peut leur donner d'autres chances. Donc, je le vois comme une redistribution un peu des filtres qui, je l'espère, sera aussi peut-être plus basée sur la compétence que sur l'apparence. C'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. Merci infiniment d'avoir apporté votre témoignage de grandes de femmes qui occupent des hauts postes dans des grands groupes. C'est très intéressant. Alors, on va maintenant enchaîner avec une autre experte. Elle est auteure, conférencière, spécialiste du futur du travail. On a beaucoup de chance qu'elle ait accepté de participer à notre événement car elle vient à peine d'emménager à Munich avec conjoint et enfants. Depuis janvier 2020, elle écrit une newsletter sur le travail, une newsletter féministe qui s'appelle Laetitia at Work. Et elle a développé depuis plusieurs mois un média de la crise et de la transition qui s'appelle Nouveau Départ, qu'elle a développé avec son conjoint qui s'appelle Nicolas Collin et qui traite des grands sujets du moment liés à la transformation. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter, si vous pouvez, ce média parce que c'est vraiment intéressant. Bienvenue à vous, Laetitia Vito. Où êtes-vous, Laetitia ? Bonjour, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Ah, ça y est, on commence à vous voir. Ça y est, parler. tout marche ? Ouais, ça marche. Alors, moi, je vous parle de Munich, où je viens de m'installer. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça marche. C'est un peu flouté, la connexion n'a pas l'air terrible. Bizarre, alors ça a marché bien jusqu'ici, c'est la malédiction des événements en ligne. Bon, c'est pas très grave, on va vous entendre déjà. Alors, si vous m'entendez, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, exactement. J'aimerais qu'on se concentre sur 3 sujets.
D'abord le télétravail, ensuite les politiques d'égalité dans l'entreprise et ensuite votre vision du travail dans 20 ans. Alors parlons déjà du télétravail. On aurait pu penser qu'il allait devenir la règle après le confinement, le premier confinement, mais on a vu que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'il y a quand même de nombreuses entreprises qui ont rappelé leurs équipes sur site. Est-ce que la France résiste au télétravail et si oui, pourquoi? Effectivement, la France, elle résiste beaucoup plus que les autres pays européens. Il y a une culture du présentéisme qui est indécrottable. Il y a des raisons culturelles et puis d'organisation, une hiérarchie qui est plus rigide que dans un pays comme les Pays-Bas ou le Danemark, par exemple. Plus de couches de managers aussi qui voient menacer leur raison d'être. Et puis des raisons culturelles liées à la communication. La communication en France a besoin de beaucoup de contexte. On aime bien l'ironie, le second degré. On a besoin de contexte pour se comprendre. Et parmi le contexte, il y a tout ce qui relève du langage corporel et puis le fait d'être ensemble dans une même pièce. Et puis, dernier élément culturel, c'est la question de la confiance. En France, au travail, la confiance, elle se construit un peu plus avec l'affectif qu'avec le cognitif, ce qui explique l'importance des repas au travail. Et donc, on a beaucoup de mal à s'en passer. Ceci dit, le télétravail ne va pas disparaître et c'est quand même un mouvement de fond très fort, hein, malgré le relatif retour qu'on a observé. Et puis surtout, ce qui est un mouvement de fond, c'est une flexibilité, une hybridation. Le fait que tout se mélange et qu'en fait, il y a plusieurs lieux de production, de travail. Et puis, petit à petit, une remise en question très forte du présentéisme tel qu'on l'a connu au siècle dernier. Ouais. Et donc, voilà. J'ai quand même une question. Est-ce que le télétravail, ça profite vraiment aux femmes? On a vu déjà un peu plus tôt dans l'événement, par l'intervention de Marie Becker et tout ça, que c'était pas si évident que ça, hein. On a vu 29% seulement des femmes cadres ont une pièce spécifique dédiée au travail contre 47% des hommes. Et puis, bon, voilà, tout le monde vous dit, enfin, les spécialistes vous disent, attention, les femmes s'étaient libérées du domicile, de la maison pour aller travailler et le télétravail les y renvoie. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus quand même. Je suis partagée sur le sujet. Je pense qu'il y a deux effets ou deux vagues. Alors, sur la question de la chambre à soi, hein, Virginia Woolf le disait déjà, en parlait déjà dans Une chambre à soi. Ce qu'elle disait à propos de la création artistique, hein, parce qu'elle parlait des écrivaines, elle disait qu'on ne peut pas être une femme artiste si on n'a pas une chambre à soi, avec tout ce que ça comporte, toute la dimension matérielle, de sécurité matérielle, d'espace à soi. Enfin, voilà, c'est à la fois une réalité physique et puis une métaphore. Et bien ça, c'est vrai aussi pour les comptables, c'est vrai aussi pour les femmes graphistes, c'est vrai aussi pour tout un tas de métiers où on a besoin de se concentrer. Et là, pendant le confinement, c'était beaucoup un coin de table sur la cuisine entre deux corvées domestiques, et donc c'était très difficile pour beaucoup de femmes. Donc je dirais que la première vague, le premier effet qui est lié au confinement, qui est lié à une crise où il y a il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont disparaître et les femmes sont touchées en premier lieu. Et là, on assiste un peu au pire de tendances qui sont très négatives pour les femmes, on dirait que le télétravail n'est pas forcément la cause directe, mais plus un révélateur ou un amplificateur de problèmes existants, comme une distribution profondément inégale des tâches domestiques, des corvées domestiques. Donc voilà, ça c'est la première phase. Mais il y a un deuxième effet qui pourrait être beaucoup plus positif. Et pour ça, il faut se projeter au-delà du contexte de crise. Quand la croissance repart, si un jour elle repart, je l'espère. Et là, l'élément positif, c'est de se dire qu'en fait, cette flexibilité dont le télétravail est l'un des symptômes bouleverse le management traditionnel, les hiérarchies traditionnelles et le présentéisme. Et donc ça, c'est plein d'opportunités pour les femmes et les hommes, parce qu'évidemment, il ne faut pas faire du télétravail uniquement un sujet d'homme. Vous le disiez tout à l'heure, je vous écoutais, il faut absolument pas le voir uniquement comme un sujet de femme, sinon c'est un danger. C'est un danger de parler du télétravail comme un moyen de mieux faire les tâches domestiques, comme si les tâches domestiques devaient nécessairement rester des tâches féminines.
Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des politiques d'égalité dans les grands groupes. Avant tout, avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous distinguer la diversité et l'inclusion? Parce que souvent, on met ces deux mots dans le même sac. Voilà. En deux Oui, mots, en deux mots, je dirais que la diversité, c'est le recrutement et l'inclusion, c'est le management. En fait, la diversité, c'est le fait d'avoir des personnes différentes selon plusieurs critères dans une équipe. Mais l'inclusion, c'est ce qui fait que ces personnes se sentent faire pleinement partie de l'équipe et sont en mesure de donner le maximum tout en restant elles-mêmes. Et donc, souvent, on a du recrutement qui se fait bien, mais les personnes ne restent pas. Il y a du turnover parce qu'il y a du harcèlement, des problèmes, etc. Donc, en fait, les deux sont complémentaires. Il faut les deux. Il faut les deux. Alors pourquoi, selon vous, ces politiques sont désormais à la mode et toujours à la mode d'ailleurs, malgré la crise, et même plus qu'à la mode, puisque manifestement, les grands groupes demandent encore plus de formation, de séminaires, de choses comme ça. Alors c'est vrai que l'année 2020 marque une accélération. C'est l'année George Floyd où on a parlé, alors dans les entreprises américaines, beaucoup de l'inclusion de personnes noires, de l'inclusion de minorités ethniques de toutes sortes qui sont souvent qui passent au second plan dans l'équipe. Et donc les sujets de diversité et d'inclusion ont beaucoup progressé en seulement quelques années. Déjà, une des choses qui a été mentionnée, c'est la question du fait de compter notamment les hommes et les femmes dans une entreprise. Ça, c'est récent. Compter, aujourd'hui, non seulement c'est une information indispensable, mais il y a des indicateurs qui ont été créés et il y a certaines obligations qui ont été imposées de compter. Voilà. Et du coup, exactement, le fameux index de l'égalité. Et donc, du coup, on peut plus le cacher, on peut plus mentir. Donc, très, très franchement, c'est un peu la honte quand on est très mauvais sur ces chiffres et que les chiffres ne progressent pas du tout. Donc, il y a un enjeu de marque pour les entreprises, tant de marque employeur pour pouvoir recruter que de marque consommateur, c'est-à-dire continuer à séduire des clients. Donc ça, c'est, je dirais, peut-être l'élément moteur qui va faire accélérer les choses. Parce que les arguments concernant la performance, ils sont pas nouveaux. En fait, il y a des études depuis des années et des années qui disent que les équipes les plus diverses, où il y a beaucoup d'inclusion, sont les plus performantes, ont les meilleurs résultats financiers, que tous les grands cabinets de conseil, que ce soit McKinsey ou le BCG, ont fait des études comme ça, qui allaient toutes dans le même sens. Et pourtant, en fait, cet argument rationnel n'a pas été plus déterminant. Je pense que l'argument de l'image, il est très, très fort en ce moment et c'est un vrai moteur de transformation. Et vous me disiez, quand on a préparé, que les entreprises qui ne développeraient pas ces politiques sont déjà en déclin, selon vous. Vous y allez pas un peu fort quand même? Moi, j'en suis assez convaincue qu'en fait, c'est un symptôme, un peu comme avec le télétravail. Les entreprises qui sont incapables d'organiser le travail de manière flexible ou de ne pas être toujours dans une logique de présentéisme sont souvent les mêmes qui ont énormément de mal à transformer leur modèle d'affaires, à faire leur transformation numérique et qui sont un peu dans le déni sur le monde qui les entoure. Et donc, c'est un symptôme, là aussi, un signal que peut-être que derrière, c'est une entreprise qui va se faire balayer par des nouveaux entrants parce qu'elle n'est absolument pas capable d'innover. Et dans un contexte d'incertitude, dans une économie qui est plus numérique, une entreprise qui est capable d'innover a besoin de personnes qui sont différentes pour pouvoir apporter des points de vue différents et répondre aux questions, apporter des solutions qui sont uniques et qui intègrent cet état d'esprit d'incertitude et la diversité des points de vue. Alors, vous êtes une spécialiste du futur du travail. Comment vous nous voyez travailler dans 20 ans? D'ailleurs, est-ce qu'on travaillera toujours? Oui, je pense que moi, je travaillerai toujours, même si je serai une personne très, très âgée. Mais donc, c'est quoi l'avenir du travail dans 20 ans? Alors, dans 20 ans, en fait, vous ne serez pas très, très âgé. Hein. Vous voyez, au Japon, les personnes de 70 ans, les petits jeunes qui s'occupent des personnes plus âgées de 95 ans, parce que, évidemment, on travaillera beaucoup plus longtemps et puis surtout, on vit beaucoup plus longtemps. Depuis 2 siècles, on a gagné 3 ans d'espérance de vie tous les 10 ans. Et pour l'instant, ça ne s'arrête pas, ça stagne, ça devient inégalitaire, mais chose est-il que ce contexte démographique et ce contexte de la longévité, on en parle très peu quand on parle de futur du travail, à tort, parce que c'est l'une des choses dont on est certain, et ça affecte énormément de dimensions de l'économie, de notre vie et du travail et de notre
de notre carrière. Donc, dans quelques années, voilà, 50 ans, ça sera l'âge médian de la population, c'est-à-dire qu'il y aura la moitié des gens qui auront plus de 50 ans. C'est déjà quasiment le cas au Japon. On est en train d'y aller dans la plupart des pays européens, hein, à échelle de 15-20 ans, hein, l'âge médian, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel on a la moitié de la population qui est plus âgée puis la moitié qui est plus jeune, il va s'approcher des 50 ans. Donc ça, c'est assez frappant. Et puis, la part des personnes de plus de 60 ans va représenter une part significative de la population. Et donc, parmi les plus de 60 ans, il y a des jeunes qui sont en pleine santé, qui peuvent continuer à travailler. On aura besoin d'eux, comme c'est le cas au Japon aujourd'hui. Et puis, il y a des plus âgés qui auront 85, 90, 95 ans, qui auront besoin d'aide. Et donc ça, c'est les nouveaux besoins de travail dont on est certain qui sont en explosion, ils le sont déjà. Des métiers du soin, des métiers de la santé, des métiers du care, des métiers de travail à domicile, au domicile d'autres individus pour s'occuper des personnes âgées, pour apporter toutes sortes de produits, de services, etc. Donc ça, c'est une des choses qui va vraiment transformer notre... Qu'est-ce que ça va donner sur les carrières dans les entreprises ? Alors avant, les carrières, c'était très linéaire et c'était très marqué par cette vie en 3 phases. On se forme, ensuite on travaille et ensuite on part à la retraite, on l'a bien mérité. Et cette vie en 3 phases, en fait, elle est déjà bouleversée de plein de manières parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir travailler 45 ans dans le même métier avec des compétences acquises dans une première phase de la vie. On va aussi s'ennuyer, donc on a besoin de changer de métier plus vite, ou bien on va être dans des entreprises qui font faillite, des métiers qui disparaissent, donc obligés de se reconvertir. Donc pour plein de raisons, en fait, on sera dans des phases multiples. Et puis si on travaille 50 ans au lieu de 40, on va être fatigué aussi, donc on ne peut pas travailler au même rythme. Donc en fait, on va changer de phase beaucoup plus vite. Et de ce point de vue-là, les femmes, elles ont une longueur d'avance parce que même au XXe siècle, la plupart, elles n'étaient pas dans une vie en 3 phases. Elles avaient déjà plusieurs phases, c'est-à-dire des phases où, par exemple, certaines avaient des enfants et s'arrêtaient de travailler ou bien travaillaient à mi-temps et puis ensuite repartaient sur un autre rythme, ou bien s'occuper de personnes âgées et puis ensuite repartent sur un autre rythme. Et donc là, de ce point de vue-là, elles ont déjà depuis longtemps une longueur d'avance, c'est-à-dire une capacité à se réinventer, à changer de rythme et à adapter la carrière à des besoins de la vie. Écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion positive, Laetitia Vito. Nous dire qu'on a les femmes un temps d'avance sur ce qui va se passer dans le monde du travail dans 20 ans, c'est plutôt bien. C'est plus sympa que tout ce qu'on a vécu finalement professionnellement, parce que c'est vrai que la carrière des femmes, c'est difficile, quoi, hein, avec cette conciliation qui pèse un peu plus sur les épaules des femmes que sur les épaules des hommes, même si c'est en train de changer et heureusement. Donc merci infiniment Laetitia Vito pour cette conclusion. Et on va enchaîner maintenant sur une séquence de témoignages de dirigeantes inspirantes. C'est Emmanuelle Vrin, présidente des Ailes à l'Unisson, qui va animer cette séquence. Donc Emmanuelle, c'est à vous. Oui, donc nous avons voulu donner la parole à des femmes dirigeantes. Et la première d'entre elles, c'est Béatrice Kozowski, qui a été élue récemment présidente d'IBM France. Son emploi du temps n'a malheureusement pas pu lui permettre d'être parmi nous ce soir, mais elle a bien voulu, puisqu'on la connaît bien, parce qu'elle est très proche de ses salariés, nous faire une petite vidéo. Donc vous allez la regarder tout de suite. Alors oui, mais du coup ça coupe. Ah, on n'a pas le son. Ouh, aïe, aïe. On a la question, c'est déjà ça. Maintenant, on va voir la réponse. C'est ça. Bien sûr que non, j'aurais jamais imaginé ça. En fait, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai eu ma propre entreprise que j'ai créée et dirigée pendant 6 ans dans le domaine du marketing direct. Et puis, j'ai travaillé 3 ans dans la cosmétique, dans les laboratoires Esthederm, donc rien à voir avec IBM. D'un autre côté, il faut quand même que je vous avoue que j'ai une passion pour l'innovation technologique. J'ai toujours des frissons quand j'emmène des clients dans nos laboratoires de recherche. Et puis,
Cette capacité à se transformer, à se réinventer pour une organisation telle qu'IBM, c'est aussi extrêmement intéressant, c'est une belle opportunité. Fondamentalement, quand même, la première raison pour moi, ce sont les personnes. Des gens incroyables avec qui j'ai vécu des situations absolument magiques. Donc voilà ma première motivation fondamentale. Et finalement, j'ai été confrontée à des jobs et des situations assez compliquées. Et finalement, ça m'a étouffée, ça m'a fait avancer. Ma conviction absolue, c'est qu'il faut prendre son destin en main. Il y a toujours des choses qui s'imposent à nous, mais fondamentalement, c'est bien de prendre le lead. Après, sur tout un parcours, évidemment, c'est aussi une co-construction et il faut activer son environnement managérial pour que ce soit bien une co-construction. Moi, la première question que je poserais quand on dit réussir, ça veut dire quoi? Et c'est donc le premier conseil que je donnerais, c'est de vraiment considérer qu'il y a un travail d'introspection important pour pouvoir définir ce que veut dire pour vous, vous accomplir. Quand on dit, et ça c'était vraiment une phrase marquée de Ginny Rometty, qui disait « Never let anyone define who you are ». Ce qu'il y a derrière, c'est vraiment la question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire m'accomplir pour moi? La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est d'accompagner cette évolution, ce mouvement de carrière avec beaucoup de positivisme, d'empathie, un angle résolument positif. Ça fait une énorme différence en termes de plaisir et de capacité d'entraînement sincère et authentique. Et puis le troisième point, c'est d'être prête à prendre des risques. Prête à prendre des risques. Finalement, je trouve que ça fait avancer, ça accélère, ça développe beaucoup plus qu'une pure mise en danger. Le cadre dans lequel on évolue, ça fait une énorme différence. Donc c'est vrai que d'être dans une entreprise qui est résolument, authentiquement, sincèrement en faveur de l'inclusion et très engagée, de la diversité, bon, ben voilà, c'est juste, ça stimule, ça porte, ça donne envie d'aller encore plus loin. Je pense que le sujet, en fait, c'est vraiment d'aller approfondir, parce qu'on peut en parler de façon superficielle ou incantatoire, mais fondamentalement, la question, c'est comment au quotidien, on arrive à faire bouger les lignes, à faire bouger les choses et les mentalités. Donc oui, c'est très stimulant. Je suis admirative de l'action des réseaux, que ce soit dans le domaine du handicap avec FA, Women at IBM, pour la diversité hommes-femmes, LGBT et tous ces réseaux-là qui sont très actifs. Et ça, finalement, ça crée aussi des conditions très favorables. Voilà, donc oui, absolument, le cadre fait la différence. Merci Béatrice. Ayant suivi le parcours de Béatrice depuis de nombreuses années, elle représente vraiment la fierté des women d'IBM. Bon, notre prochaine invitée est une femme qui ne pense pas que l'ambition est un gros mot, bien au contraire. Elle a toujours travaillé dans le transport maritime, d'abord chez Delmas, qui appartenait au groupe Bolloré, et désormais chez CMA-CGM, qui a racheté Delmas. Depuis, elle a fait un parcours sans faute, puisqu'elle est aujourd'hui DRH du groupe CMA-CGM. Je suis très heureuse de vous recevoir, Catherine Bourguet. Catherine, êtes-vous là? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez, mais je suis là. Oui, on vous voit, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est flatteur de passer après IBM. je prends ça comme un honneur. Alors, allons-y. Très bien. Nous aussi. Bon, ma première question. Est-ce que vous aviez imaginé occuper un jour un CEO poste? Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'abord parce que quand j'ai commencé chez Bolloré, l'approche et la philosophie et l'ADN de Bolloré est absolument pas la même que chez CMA-CGM. Et j'ai appris en arrivant chez CMA-CGM il y a 14 ans que, en fait, ça marchait beaucoup à l'affectif, ça marchait beaucoup à la pugnacité. Et donc, de ce fait, j'ai essayé de gravir du mieux possible les échelons dans ce groupe. Mais à l'époque, non, je ne suis pas du tout en arriver là où j'en suis aujourd'hui, même s'il y a encore plein de choses à faire. Et pourtant, vous n'avez pas de formation RH et aujourd'hui, vous dirigez les RH du groupe. Racontez-nous. Oui,
Ah oui, ça c'est tout CMA, ça. C'est tout CMA CGM. Non, j'ai un parcours shipping pur. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans le shipping. Alors, contrairement à IBM, c'était pas vraiment un environnement très féminin, loin de là, et très porteur. Mais en tout cas, j'ai occupé beaucoup de postes à la fois de direction commerciale, de chef de ligne. Et puis, j'ai fait un premier passage à la RH il y a quelques années, il y a 5 ans. Et il y a un peu plus d'un an, le secrétaire général m'a proposé de revenir à la RH. Et à la limite, les techniques RH, j'ai une équipe pour ça. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que je connais les métiers du shipping, j'ai un réseau, je connais bien le groupe. Et c'est certainement pour ça que je suis aujourd'hui à la tête des ressources humaines du groupe. Donc, vous ne vous êtes jamais senti illégitime, comme beaucoup de femmes auraient pu ressentir? Ah, pas du tout. Mais pas du tout. Je préfère toujours prendre un poste et tant pis si j'échoue, mais il faut surtout pas regretter. J'ai toujours essayé de me mettre beaucoup de challenges et celui-là est important parce que le groupe est devenu très gros. Mais c'est ça qui est marrant. Et alors, femme ou homme, à la limite, je ne vois pas pourquoi on se mettrait des barrières. Non, pas du tout. Je ne me suis pas sentie illégitime. J'ai des compétences pour, je n'ai peut-être pas les RH, mais j'ai d'autres compétences. Je ne suis pas inquiète. Non, mais parce que souvent, il y a des femmes qui sont ultra compétentes sur le fond et qui ne sont pas toujours à l'aise avec les jeux de pouvoir, avec la politique en entreprise. Je vous avoue qu'il y a quelques années, il y a 15 ans en arrière, c'était un des sujets sur lesquels je me disais, mais moi, je ne suis pas politique, je n'ai pas de réseau, comment je vais faire, Parce que souvent, les femmes, elles sont ce que j'appelle un peu très pro, très besogneuses. Mais alors après, pour se rendre visibles et puis qu'elles puissent montrer qu'elles peuvent prendre des échelons supplémentaires, c'est un peu compliqué. Et moi, je n'ai pas hésité. J'ai essayé de me faire… mais ça a été plus facile chez CMA, en fait. J'ai essayé de côtoyer certainement les bonnes personnes, de saisir les opportunités parce qu'il y a un facteur chance. Et puis après, il faut y aller, quoi. Mais il faut essayer de s'entourer de bons alliés et de personnes qui peuvent vous porter aussi, vous aider. C'est important. Sans craindre d'être arrogante, comme peuvent le craindre certaines femmes. C'est-à-dire que quand on a de l'ambition et qu'on est une femme, on considère qu'on est arrogant. Quand c'est un homme, on trouve ça super sympa. Alors que franchement, il n'y a aucune arrogance ni d'un côté ni de l'autre. Ça s'appelle de la saine ambition. Mais sauf que nous, on est tout de suite catalogués parce qu'on a envie de nous mettre dans des cases et ça arrange tout le monde. Alors non, je pense qu'on peut faire de la politique. En tout cas, on peut essayer de manœuvrer du mieux possible tout en respectant tout le monde sans être arrogante. Et puis, il faut arrêter de considérer que les femmes sont des petites choses toutes fragiles et avec un management maternel et qu'on est bienveillante. Tout ça, c'est une image. Après, effectivement, comme manager quand on est une femme, ce n'est pas comme manager comme on est un homme. Mais néanmoins, je pense qu'il n'y a pas d'arrogance. Il y a juste être professionnel, faire son boulot et essayer d'avancer du mieux possible. Alors, par contre, une chose que moi j'ai remarqué au fur et à mesure, c'est que plus vous montez dans la hiérarchie, généralement, moins vous avez d'amis, ou du moins vous avez de gens bienveillants avec vous. Et je pense qu'un des problèmes des femmes, c'est souvent de considérer qu'elles ont besoin d'être aimées, ou du moins qu'il y a beaucoup d'affect là-dedans. Et effectivement, si on pense qu'en montant, on va se faire beaucoup d'amis, il faut arrêter ça tout de suite, parce que ce n'est pas du tout le cas, loin de là. Et donc, il faut avoir certainement un peu plus de caractère que les hommes, je pense. On dit souvent que derrière une femme qui réussit, il y a un conjoint qui encourage et qui soutient. Est-ce votre cas? Alors oui, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une femme. Là, c'est pareil, hein, ça marche dans les deux sens, je pense. Moi, j'ai un mari qui a 10 ans de plus que moi, qui pendant un peu plus de 10 ans de ma carrière a considéré que c'était la sienne. Donc, on a fait en sorte que ça fonctionne pour lui. Et puis, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai commencé à vouloir un peu m'épanouir un peu plus, on va dire. Et il y a 5 ans, il m'a dit, bon, ok, tu veux aller à Marseille parce que le siège est à Marseille. Moi, je me mets un peu en retrait et c'est ta carrière qui va passer devant. Ce qu'il a fait et on a tout quitté pour venir ici. Je ne vous dis pas quel âge que nous avons, je ne
vais pas commenter plus que ça. Ce fut un peu compliqué d'arriver ici, de se retrouver sans amis, avec personne. Mais bon, ça le fait. Et aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que je gagne plus que mon mari, mais il n'y a pas de sujet là-dessus. Et heureusement, parce que j'ai aussi des gros horaires et je pense qu'on ne peut pas, que ce soit homme ou femme, on ne peut pas rentrer le soir avec quelqu'un qui vous fait des remarques tous les soirs, mais à quelle heure tu rentres et tu as fait beaucoup de travail. C'est impossible. Il faut avoir un minimum d'épanouissement et de sérénité personnelle pour pouvoir assumer des postes. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas faisable. Et est-ce qu'on peut faire carrière chez CMA-CGM en ayant des enfants quand on est une femme? On peut faire carrière tout court chez CMA, qu'on soit homme, femme, enfant, pas enfant. Moi, j'ai pas d'enfant, donc effectivement, ou alors mon mari, parce qu'on dit toujours que notre mari est un enfant, mais en tout cas, on peut sans problème. Oui, je dis pas que c'est facile. Hein. Il faut pas non plus penser que tout est facile, mais c'est faisable. D'abord, on a quand même nous un président directeur général, Rodolphe Saadé, qui promeut beaucoup les femmes et qui fait en sorte que ça fonctionne. On a Tania Saadé qui a créé un programme pour les femmes qui s'appelle We Are Shipping, qui aide au maximum sur tout un tas de domaines les femmes. Donc oui, c'est faisable et d'autant plus que moi, étant maintenant à la tête de la DRH, j'essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, je ne vais pas promouvoir des femmes parce que ce sont des femmes, je vais promouvoir des femmes parce qu'elles ont les compétences, mais en tout cas, j'y regarderai bien à deux fois, oui, c'est sûr. Alors, je vois un commentaire qui met que j'ai un caractère cash. Oui, effectivement. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous remercier pour votre sincérité et puis pour votre côté cash qui est assez rare quand même. J'ai ce trait de caractère et pour celles qui sont connectées CMA, elles le savent et elles me connaissent. Merci en tout cas, ça m'a permis de pouvoir un peu discuter de tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous. À vous, Anne-Cécile, pour continuer à animer l'événement. C'était super ce témoignage, franchement, elle était formidable. Alors, d'ailleurs, il y a plein de commentaires. Hein. Il y a plein de commentaires, je suis ravie. Alors, bon, ces deux témoignages, ils montrent quand même que l'assurance, la confiance en soi, c'est quand même fondamental que ça, et que ça paye. Hein, mais on ne dira jamais assez aux femmes hein, que dans l'entreprise, on a plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Donc là, ces témoignages, et surtout celui de Catherine Bourguet nous le rappelle bien. Maintenant, on va enchaîner sur une toute autre séquence qui est très importante car c'est des témoignages de femmes qui sont des femmes d'influence pour nous parce qu'elles font reculer les stéréotypes. On va commencer avec ma première invitée qui a 32 ans. Et après avoir commencé une carrière dans les ressources humaines, tiens, elle aussi, les ressources humaines, elle est aujourd'hui conductrice de train à la SNCF et elle va nous raconter ça. Bienvenue à vous, Charlotte Marin. Vous êtes là, Charlotte? Est-ce que Charlotte... En principe, je suis là, ça fonctionne. Ah bon? Alors, mais par contre, il faudrait qu'on se voit. Voilà, génial. C'est bon, tout fonctionne? Tout fonctionne. Tout fonctionne. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, merci, Charlotte, racontez-nous votre parcours particulier. Je crois que vous avez... On va revenir un petit peu au départ. Je crois que vous avez passé un bac assez masculin, on va dire, à l'époque, mais peut-être encore aujourd'hui, mais sans doute à l'époque, un bac de mécanique auto. Comment c'était en classe le bac de mécanique auto? Précisons que vous avez 32 ans, donc c'était il y a il y a un peu plus de 10 ans pour vous, enfin une quinzaine d'années, quoi. Oui. Alors effectivement, j'ai un bac en mécanique auto. À l'époque, en classe, ça se passait très très bien avec mes collègues de classe. Donc, j'étais avec 38 garçons et j'étais la seule fille. Ah oui, quand même. Voilà, donc c'était quand même, la mixité, c'était pas encore tout à fait ça, et je pense que ça l'est toujours pas dans ce domaine. Ouais. Mais voilà, les relations vraiment entre moi et mes collègues de classe, c'était
c'était vraiment très, très bon enfant. Il n'y avait pas du tout de clivage parce que j'étais une femme. Enfin voilà, c'était vraiment des amis et il n'y avait pas du tout, je ne me suis pas sentie à part. Et avec les professeurs, comment ça se passait? Avec les professeurs, ça a été un peu plus compliqué. J'ai dû faire 2 fois plus mes preuves que mes amis garçons. J'ai le souvenir d'une petite anecdote. Le premier jour où on était en atelier, donc le premier jour où on a travaillé sur des voitures, où on devait être en binôme, mon professeur d'atelier m'a dit que moi non. Pour ma première année, je serai seule pour effectuer les mêmes travaux que mes collègues hommes. Là, c'est carrément de la vexation. Enfin, je veux dire, c'est de la discrimination, là. On est bien d'accord, c'est de la discrimination, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, bon, moi j'avais 16-17 ans, hein, donc on n'ose pas forcément dire quoi que ce soit, et puis on serre les dents pour montrer aussi qu'on peut y arriver, malgré qu'on ne soit pas traité de la même manière, que justement, malgré que ce soit plus difficile, on y arrive quand même. Vous m'aviez raconté même que vous aviez subi carrément des atteintes un peu sexistes quand même aussi, de la part des professeurs, oui, pas des élèves. Tout à fait, de la part d'un de mes professeurs, effectivement, j'ai eu droit à quelques gestes déplacés. L'avantage après que j'ai eu, c'est que vu l'entente avec mes collègues de classe, il y a eu une solidarité avec moi et en fait, du coup, mes collègues de classe ne me laissaient plus seule avec ce professeur qui avait effectivement des gestes parfois un peu déplacés. Voilà, c'était pour, pareil, hein, la petite histoire. Une ampoule avait grillé dans l'atelier. Évidemment, il demande à la seule fille de la classe de la changer, donc de monter sur une chaise pour le faire. Et pour éviter que je tombe, bien évidemment, très gentil, il me tenait la manche, voilà. C'est pas possible. Mon Dieu. Bref, c'est vraiment une horreur d'entendre des choses pareilles. Merci en tout cas de témoigner parce que franchement, si ça peut appeler à la vigilance, mais je trouve ça dingue. Enfin bref. Alors, après le bac, qu'est-ce qui se passe? Votre rêve, c'était quoi après le bac, en ayant choisi ces études-là? Alors moi, après le bac, je souhaitais intégrer une école de compétition, donc pour être mécanicienne en rallye, et l'idéal, ça aurait été en moto. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est au moment de passer le bac et au moment des orientations, donc plusieurs de mes professeurs m'ont conseillé de me réorienter parce que, étant une femme, la seule issue que j'aurais dans ces études-là, ce serait d'être femme de ménage ou secrétaire dans un garage. C'était ça qu'on vous prédisait? Exactement. C'était mon avenir si je persistais dans cette voie. D'accord. Donc, du coup, vous avez fait du droit? Exactement. Voilà. J'ai intégré la fac de droit de Marseille, où j'ai obtenu mon DUG, d'ailleurs. Et par la suite, j'ai découvert donc le secteur des ressources humaines et j'ai fini ma licence en management des ressources humaines. Et donc après, vous avez fait quand même tout un début de carrière dans les ressources humaines et à 30 ans, c'était donc il y a 2 ans, vous étiez responsable RH d'une association marseillaise, mais vous n'étiez pas heureuse en fait. Donc, racontez-nous un peu. C'est tout à fait ça. En fait, j'ai fait une petite carrière donc dans les RH où j'ai commencé en tant que gestionnaire de paye et au bout de 5 ans, donc je suis arrivée à être responsable RH de cette structure. Mais effectivement, je ne me voyais pas du tout faire ma carrière dans ces conditions-là, la routine, être enfermée toute la journée dans un bureau, derrière un écran. Voilà, c'était pas du tout la vie que j'imaginais avoir professionnellement parlant. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ce que vraiment j'aimerais faire et comment le faire sans prendre de risques non plus, parce qu'à 30 ans, il y a des choix durs à faire.
Et donc, en réfléchissant, j'ai décidé de postuler à la SNCF. Et donc là, vous êtes retourné pratiquement à l'école, finalement, un peu, grâce à cette formation de la SNCF qui est très difficile, hein. Je crois que c'est un recrutement d'abord très poussé, et puis ensuite une formation qui est difficile, que vous avez réussi, donc bravo. Et alors aujourd'hui, décrivez-nous votre vie de conductrice. Alors, aujourd'hui, ma vie de conductrice est passionnante. J'avoue que c'est vraiment... j'ai vraiment aucun regret sur ce changement de carrière. Donc, ma vie de conductrice, donc je suis dans les trains toute la journée. L'avantage de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de routine, même si on circule toujours sur les mêmes lignes, mais les journées ne se ressemblent pas. Je suis en tête de mon train, je suis responsable de mon train et des voyageurs que j'ai avec moi. Je prépare ma rame, je fais mes essais et après c'est un peu, on va dire, l'aventure quoi, de rouler comme ça, de dormir aussi quasiment un soir sur deux en dehors de chez soi, dans des hôtels, voilà, parce que le matin, on fait les premiers trains du matin, donc à 3 heures du matin, il faut être dispo pour aller travailler et voilà, c'est vraiment un métier passionnant. C'est pas trop dur quand même tout ça, parce que vous me disiez aussi que vous dormiez quand même donc pas souvent chez vous, que vous n'aviez pas beaucoup de repos le week-end, que vous étiez seul. Il faut quand même, faut aimer quand même. Ah oui, tout à fait. L'avantage en fait, c'est que pendant la formation, on touche vraiment du doigt le métier de conducteur de train. Et donc, c'est vrai que on nous ment pas sur la vie qu'on va mener par la suite. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir un tempérament assez indépendant, être un peu solitaire aussi, parce qu'effectivement, on ne voit pas beaucoup de monde dans nos journées. Et il faut aimer bouger, voilà. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu pesant de ne pas être chez soi, ou de ne pas avoir de week-end comme ses amis pour sortir avec eux, etc. Mais c'est vraiment un choix de vie. Pour moi, le métier de conducteur de train, c'est plus qu'un métier, c'est un mode de vie. Ah oui. Et alors, vous disiez quand même que vous subissiez, que c'était difficile, mais que en fait, ce que vous aimiez là-dedans, c'était la liberté et le fait qu'aucune journée se ressemble et tout ça. Alors moi, j'ai une question quand même. Est-ce que vous subissez du sexisme comme conductrice? Alors, honnêtement, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que j'ai réussi l'examen. Et en 1 an et demi, je n'ai jamais eu de remarques déplaisantes ou sexistes à mon égard. Il y a évidemment de l'étonnement quand les gens me voient dans ma cabine de conduite hacker avant le départ. Donc, en général, les hommes sont étonnés. Les femmes sont ravies, me disent même qu'elles ont plus confiance quand c'est des femmes en tête des trains que des hommes. Et voilà, après, en général, c'est surtout de l'étonnement, mais j'ai jamais eu de remarque aujourd'hui de me dire je ne prends pas votre train parce que vous êtes une femme. Ou j'ai jamais eu ce problème-là. Alors, dernière question, s'il y avait quelque chose à améliorer dans votre vie professionnelle, ce serait quoi? Alors là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très technique. Parce qu'on a des journées qui sont assez chargées et malheureusement, en tant que femme, nous n'avons pas la possibilité d'avoir accès partout à des toilettes. Donc, donc voilà, on est obligé de s'adapter, de moins boire ou de malheureusement utiliser les toilettes des trains. On se débrouille comme on peut. Mais les hommes n'ont pas le même problème, les hommes? Et non, les hommes ont une facilité, on va dire... En faisant leurs besoins souvent par les portes des cabines de conduite. Ouais, voilà. D'accord. Chose que moi, je ne peux pas faire. Là. Voilà, peut-être que moi, je pourrais le faire, hein, mais je ne suis pas sûre que ce soit très... Écoutez, merci Charlotte pour votre spontanéité. C'était vraiment super de vous entendre nous raconter votre vie de conductrice. Vous êtes une vraie femme d'influence. Bravo. Alors, on va passer maintenant à notre seconde femme d'influence. Elle a 40 ans. Elle est née au Mali dans une famille où on aimait faire la cuisine. Elle est arrivée en France à 22 ans et elle s'est mariée avec un Français. Ici, elle a été auxiliaire de vie et aide cuisinière, mais elle voulait plus. Elle sentait bien que, faute de diplôme et de formation, elle n'arrivait plus à progresser professionnellement.
Elle a alors rencontré l'association des étoiles et des femmes qui lui permet de se former pour intégrer une filière d'excellence de la cuisine. Je suis très heureuse de vous accueillir, Myriam Sissoko, ainsi que Madalena Guerra, coordinatrice de l'association des étoiles et des chefs à Marseille. Alors faites-moi un petit coucou toutes les deux. D'abord Mariam. Voilà, on vous voit toutes les deux sur l'écran, c'est bien, c'est sympa. C'est sympa. Alors, il faudrait juste que j'arrive à... Voilà, parce que j'ai le chat qui m'empêche de vous voir, ce qui n'est pas très sympa. Alors, il faudrait que j'arrive à le débrancher, mais je ne suis pas assez technique. Bref, excusez-moi pour cet aparté. Alors, Mariam, racontez-nous comment vous en êtes venue à faire cette formation. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Mariam Sissoko. Et comment je suis arrivée dans cette formation? Parce que j'ai beaucoup travaillé dans la collectivité et je ne trouve pas ma place. Et moi, mon but, c'est de travailler dans la cuisine du monde, qui est la gastronomie. Donc, c'est pour ça que je fais une demande grâce à des étoiles et des femmes. Donc, j'ai trouvé cette formation. D'accord. Alors, Madalena, vous pouvez nous expliquer en gros le rôle de l'association pour justement des femmes comme Mariam. Expliquez-moi un peu comment vous êtes intervenue, à quel moment et comment. Alors, nous, on a ce dispositif pour accompagner des femmes qui ont envie de faire de la cuisine, qui n'ont pas d'autres moyens d'y accéder, enfin, qui n'ont jamais eu accès à une formation. Qui ont envie de progresser dans leur carrière ou qui ont eu des ruptures dans leur vie ou qui n'ont jamais pu se former tout court parce qu'elles avaient des enfants, parce qu'elles avaient une autre vie. Et donc, nous, on fait un recrutement difficile qui est vraiment basé sur la motivation. On va prendre 12 femmes par promotion et on les aide pour le matériel, mais surtout, on les met dans un cadre d'excellence. Elles font leur formation à Marseille au lycée hôtelier de Bonneveine. Et elles sont en stage chez des grands chefs, donc des étoiles et des femmes. Les étoiles, c'est les étoiles des chefs. Voilà, donc ça leur permet d'acquérir un réseau professionnel, beaucoup de confiance en elles. Souvent, c'est ce qui manque. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur donner de la place à l'ambition professionnelle des femmes. Et Mariam, elle a de l'ambition et de la motivation, hein. Mariam, comment vous faites quand même? Il n'y a pas des jours où c'est difficile quand même à 40 ans de reprendre une formation? Enfin, pardon, mais voilà, tout le monde n'est pas capable de le faire. Comment vous trouvez la force? C'est une chance pour nous d'aller à l'école parce qu'à ce moment, tout le monde est confiné. Et donc, nous, on a la chance d'être à lycée hôtelier de Bonneveine. Et en plus, je travaille avec de bons chefs qui nous motivent tellement, donc on est heureuse d'être là et donc il faut cette motivation parce qu'on en a besoin. Donc avec tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, donc on en a vraiment besoin et nous on est motivés, vraiment la motivation elle est là. Comment vous vous projetez dans l'avenir, Mariam? C'est quoi votre ambition? Vous voulez être où une fois que vous aurez fini? C'est quoi votre rêve? C'est de travailler dans la cuisine du monde. Voilà, d'être partout parce que moi, je fais partie du monde. Donc, j'ai envie de travailler dans la gastronomie du monde. C'est ça, je vois l'avenir comme ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était très inspirant et bravo aussi à l'Association des étoiles et des femmes. Nous allons maintenant écouter le seul homme de nos intervenants qui a passé sa carrière à soutenir et promouvoir les femmes au travail. Il est italien d'origine, il est basé aujourd'hui à Marseille, il a passé 38 ans chez EDF où il dirige l'ingénierie du parc nucléaire, ce qui correspond à 11 sites en France et à 2000 personnes. Je suis très heureuse de vous accueillir, Antonino Vassallo. Vous êtes là, Antonino? Oui, tout à fait. Bonsoir à tout le monde et je suis également très honoré d'être le seul homme dans cette superbe soirée. J'ai écouté beaucoup de témoignages très intéressants. Très bien, écoutez, je suis contente parce que c'est le but. Le but, c'est que vous passiez un bon moment. Alors, quand est-ce que vous avez pris conscience, quand avez-vous pris conscience qu'il y avait un sujet de place des femmes dans le monde du travail? Alors, moi, j'ai toujours travaillé dans l'ingénierie et donc au début, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte et j'ai pris conscience de cela lorsque j'ai pris mon premier poste de management au milieu des années 90, et j'avais une petite équipe d'une dizaine de personnes, essentiellement des ingénieurs. Et il se trouve que dans mon équipe, j'avais 4 femmes, ce qui ne m'avait absolument pas surpris ni quoi que ce soit. J'étais très content de mon équipe en général. Et puis, j'avais pas mal de mes homologues qui venaient me voir, qui me disaient « Mais comment est-ce que tu fais pour gérer ça ?»
Oh, franchement, j'avais un peu de mal à comprendre la Ça, question, ça. surtout que j'avais une équipe qui était très performante. Et effectivement, bon, le problème a toujours existé, je ne dis pas que je le découvrais complètement, mais là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un véritable problème au niveau de mes homologues managers sur le regard qu'ils avaient auprès des femmes. Ensuite, Et, oui, je termine là, et je dirais ensuite, ensuite, ça a voilà, dans l'histoire d'EDF, il y a eu des moments où, surtout à l'ingénierie, où on embauchait, d'autres on n'embauchait pas. Il y a eu une période dans les années 2000 où effectivement il y avait l'avènement des 35 heures. EDF voulait être précurseur, on avait même fait des accords pour passer à 32 heures. Et donc là, on a eu une grande période où on a embauché environ 150 personnes en 2 ans. Donc c'est quand même assez énorme. Essentiellement des jeunes qui sortent d'école. C'était la politique d'EDF à l'époque. Aujourd'hui, on a un peu changé. Et alors là aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable problème. Il y avait des collègues, donc là j'étais chef de service, j'étais responsable d'une centaine de personnes. Il y avait des collègues qui ne voulaient même pas recevoir les jeunes cadres femmes en entretien. Donc ça, c'est quand même assez sidérant. Et on est à EDF, une entreprise où finalement la place de la femme a toujours compté. Donc voilà un petit peu mon... Alors, après, ça a quand même beaucoup changé chez EDF, parce que comment ça s'est fait justement, ce changement de culture? Parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus du tout là chez EDF, hein. Il y a vraiment beaucoup de progrès qui ont été effectués. Donc, comment ça s'est fait? Comment vous l'avez vu? Ben, en fait, il y a eu effectivement des messages qui ont été portés au plus haut niveau, jusqu'à nos présidents qui étaient quand même, qui ont donné une sacrée impulsion, je dirais, pour reconsidérer, je dirais, la place de la femme et l'égalité. Et puis, dans les années 2005-2008, on a introduit des indicateurs. Alors, ça peut paraître un peu obsolète, un peu vieux jeu, mais par exemple, le type d'indicateur, c'est le taux d'embauche de femmes parmi l'effectif d'embauche. Donc, et avec un suivi derrière, avec entre guillemets, des pénalités sur les bonus des managers si on n'atteignait pas ces taux-là. Alors, on a commencé avec un taux d'embauche qui était de 25%. Alors, nous, en ingénierie, on embauche essentiellement des cadres et de la haute maîtrise. Donc, il faut savoir, grosso modo, dans les écoles, le taux de féminisation, c'est entre 22 et 24%. Donc, 25, c'était normal. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis assez fier de ce qu'on a fait. Je ne suis pas tout seul à l'avoir fait, je le précise. Et par exemple, dans l'unité que je dirige, on a un objectif de 35%. Et l'an dernier, on l'a atteint. Et cette année, on est plutôt bien placé pour l'atteindre. Alors, vous, au-delà de l'équité, pourquoi vous avez, vous, personnellement, toujours soutenu ces politiques de mixité? Ce que j'ai pu constater dans la pratique de mon métier, de nos métiers, c'est que l'apport de la mixité était assez important dans un milieu d'ingénieurs qui, généralement, est assez masculin. Ça permet d'avoir un autre point de vue, un autre regard, une autre hauteur de vue, je dirais, sur un certain nombre de problèmes. Et puis, dans une équipe, ça permet d'avoir un certain équilibre et qui permet de tirer la performance vers le haut. Donc, personnellement, je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'une équipe avec que des femmes, ça serait le top du top. Et pourquoi pas? Je dirais, à la limite, j'ai pas de préjugés. Mais par contre, la mixité, et en particulier, donc, moi, j'ai la chance d'avoir un codir de 12 personnes, et dans mon codir, j'ai 4 femmes. Et ça, je peux vous dire que dans les échanges, ça porte un regard différent sur tous les aspects, y compris, je dirais, sur des points de vue qui peuvent être très masculins, etc. Donc, personnellement, sincèrement, moi, Ozan, je ne suis pas le seul à EDF, je pense qu'on est nombreux. Cela étant, comme vous le disiez tout à l'heure, oui, on a fait des progrès, mais je peux vous confirmer qu'il reste encore du chemin à faire. Ah bah bien sûr, évidemment. Comme dans toutes les entreprises, vous savez, malheureusement, on n'y est pas encore. Alors, vous avez, vous-même, personnellement, promu beaucoup de femmes chez EDF? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous citer quelques exemples. D'abord, j'ai promu la première femme directrice des études. Donc, les études dans l'unité que je dirige, c'est un bastion, hein, c'est 650 personnes hautement qualifiées.
Et donc, on a la directrice des études, qui est une femme. Hein. Et ensuite, il se trouve que dans les métiers que l'on fait, on fait une partie d'études. Ensuite, on passe des contrats, on suit les contrats. Et ensuite, on a des équipes qui sont au plus près des centrales nucléaires et qui sont en charge de l'intégration des travaux. J'ai 11 équipes comme ceci, des équipes entre 40 et 60 personnes. Et parmi ces 11 équipes, j'ai 3 managers femmes. Ouais. Eh bien, écoutez, ce n'est pas parce que je suis dans une convention avec des femmes et que j'ai été si gentiment invité, mais je peux vous garantir que c'est les plus efficaces. Ah ouais, c'est là où ça marche le mieux. Alors là, on est sur un terrain où on est entre l'ingénierie et puis la pratique du terrain, avec, mais je pense que le gros avantage qu'elles ont, parce que ces équipes-là, vous comprenez, elles sont au plus près des centrales nucléaires, donc elles dépendent de moi, mais elles rendent un service auprès du chef de la centrale. Et donc, il faut savoir jouer d'un certain nombre de finesses, si vous voulez, pour… oui, de management. Il y a des travaux qui peuvent prendre du retard, etc. Et elles ont, je dirais, cette sensibilité qui permet de mieux faire passer les choses tout en étant très efficace. Alors, est-ce que vous, quand même, en tant que manager, est-ce que vous vous êtes pas demandé, est-ce que vous n'avez pas hésité parfois dans votre carrière à nommer des femmes à des postes à responsabilité en craignant secrètement qu'elles fassent des enfants, qu'elles soient moins disponibles et tout ça? Jamais ça vous est arrivé, ça? Alors, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas vraiment une crainte, mais oui, j'y ai pensé, mais je l'ai toujours pensé sous l'angle, si c'était pendant cette période-là où j'ai un dossier très important, comment est-ce que je vais m'organiser? Et dans la première expérience que je vous ai citée, où j'avais 4 femmes sur 10, j'étais sur un dossier très important et je me souviens qu'à un moment donné, il y a une de mes collègues là, qui vient m'annoncer qu'elle attendait un bébé. J'ai réfléchi 10 secondes, puis je me suis levé, je l'ai embrassé, je lui ai dit « je suis très content pour toi ». Et je vous assure, c'est très sincère, j'en ai presque les larmes aux yeux aujourd'hui quand j'y pense, parce que c'était vraiment… Bon, après, quelque part, j'avais le problème, comment est-ce que je vais gérer ça? Et je pense que vous dire qu'on n'a pas ce souci, ça serait vous mentir. Mais derrière, une maternité, ça se gère, hein, c'est sur un temps. Nous, on est sur des postes qui sont relativement longs. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas être capable de gérer ça sur la période. Mais en plus, j'ai l'impression que EDF, en plus, quand même, est un écosystème assez favorable à ça, puisque je crois que vous m'aviez parlé d'un cas, j'étais stupéfaite. J'ai effectivement une situation, une personne qui d'ailleurs était responsable d'une équipe sur une centrale nucléaire, donc une équipe terrain, hein, donc une personne qui a même pas la quarantaine et qui menait son travail terrain, donc avec des astreintes, hein, puisque vous pouvez être appelé par la centrale à n'importe quelle heure pour effectivement une problématique de travaux, etc. Et il se trouve qu'elle a 2 paires de jumeaux, les tout petits. Donc, je veux dire, là, il faut pouvoir gérer. Hein, donc, effectivement, ce que j'ai pu constater, c'est que parmi les femmes, celles qui avaient je dirais, le plus de capacité, d'aptitude au management, elles étaient généralement hyper bien organisées et savaient bien faire la part des choses entre l'organisation au travail et leur vie personnelle. Et vous m'avez dit aussi autre chose quand on a préparé qui m'intéresse beaucoup que vous partagiez avec le public, qui est que vous n'êtes pas du tout impressionné par les gens qui font de la présence physique au bureau et que c'est intéressant, pardon de vous dire ça pour quelqu'un de votre génération, parce que voilà, on vient tous d'une culture, dans la culture générale du travail en France, elle est quand même très présentéiste. Donc c'est intéressant que vous disiez ça. Vous pouvez développer un petit peu cette idée? En fait, c'est assez, comment dire, commun dans les milieux comme le nôtre, où on fait essentiellement des études, même si après j'ai des équipes qui sont sur les travaux, où là vous trouvez moins ce problème-là, mais au niveau des études, effectivement, il y a cette habitude de caler des réunions après 18 heures, de faire un peu de bruit auprès de la photocopieuse à 19h, 19h30 pour montrer qu'on est là, sachant que le directeur n'est pas loin. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais impressionné. Je pense qu'un cadre doit pouvoir s'adapter. Qu'il fasse de temps en temps une pointe à 20h ou qu'il emmène du travail chez lui ou qu'il travaille un week-end de temps en temps, oui, mais ça ne doit pas être régulier. Et
Le cadre, on le juge, je dirais, au résultat. Alors, ce que je dis pour un cadre s'applique aussi pour la haute maîtrise, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, là, effectivement, alors, je ne suis pas le seul à penser comme ça, hein, mais effectivement, il y a certains autres managers qui se laissent un petit peu berner, effectivement, alors, ça va changer probablement avec le télétravail qui va s'accélérer, hein, sans doute, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Je voudrais vous demander vous poser une dernière question. Là, vous êtes écouté par une majorité de femmes, hein, bien sûr. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux femmes qui vous écoutent pour mener leur carrière? Est-ce que vous avez quelque chose qui est pour vous important à transmettre? Moi, si je peux me permettre, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas se mettre des barrières par rapport à l'ambition, par rapport au rêve, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Barrières qui peuvent être mises par le fait, tiens, je vais avoir des maternités, je vais avoir une contrainte, l'emploi de mon conjoint, je ne pourrai pas me déplacer. Nous, à EDF, il y a toujours eu une culture de mobilité associée à la promotion qu'on est en train de faire évoluer, hein, assez nettement depuis quelques années. Et je pense qu'il faut pouvoir, et ça a été un grand progrès qui a été fait d'ailleurs au niveau du management d'EDF, il faut pouvoir intégrer les contraintes autres que les contraintes de travail, les contraintes familiales, pour pouvoir laisser la place aux rêves. Et donc le conseil que je donnerais, c'est ne vous mettez pas des limites, soyez, je dirais, imaginative et poussez votre rêve et parlez-en avec votre manager, ou on a tous un manager, hein, donc parlez-en avec le manager, exprimez votre souhait, mettez sur la table les contraintes que vous pouvez avoir. Je ne connais personne qui n'a pas de contraintes. Mais généralement, quand je reçois un entretien, quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de contraintes, je commence à me méfier. Donc, et là-dessus, à nous, effectivement, d'intégrer et de trouver la meilleure façon de faire en sorte que le potentiel puisse s'exprimer. Merci beaucoup, Daniel. Pas Daniel, pardon, Antonino, je vous regarder en dessous. Donc, Antonino Vassalo, merci infiniment. C'était super et très sincère et authentique, votre témoignage. C'était très agréable de vous entendre comme ça. Et puis, il en faut des hommes comme vous, hein, pour construire une société plus mixte, plus diverse et plus juste aussi, mais aussi plus performante. C'est ce que vous avez développé. Alors, bravo à vous et merci. Je me tourne maintenant vers Emmanuelle Brun, la présidente des Ailes à l'Unisson, pour le mot de conclusion. Emmanuelle, en 2 mots, qu'est-ce que vous retenez des échanges de ce soir alors? En 2 mots, ça va être difficile, mais je vais essayer. En fait, j'ai été vraiment ravie de tous ces témoignages. Ce qui m'a plu, c'était la mixité de ces témoignages. On n'a pas parlé que de mixité hommes et femmes, on a parlé aussi de mixité de jobs, de métiers, d'entreprises, d'approches. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Et surtout, je remercie beaucoup les intervenants pour leur sincérité, en effet. Les gens se sont montrés au naturel. Et ça a été très bien je l'ai apprécié en ce sens. Et je veux surtout remercier aussi toutes les personnes des Ailes à l'Unisson qui m'ont aidé à organiser cet événement, et en particulier Gauthier de McCormick qui est à la technique ce soir et qui s'en est super bien sorti. Donc merci beaucoup à lui. Bon, merci beaucoup à toutes et à tous. N'oubliez pas de prendre encore quelques minutes pour remplir le petit questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. C'est important pour nous de prendre en compte vos remarques pour les prochains événements du réseau. Merci beaucoup et écoutez, à la prochaine fois, j'espère. Oui, j'espère aussi.